Bonjour, je remercie la professeure Christine Catlama de l'hôpital de Pitié-Salpêtrière à Paris d'avoir bien voulu accepter de venir pour faire un peu le point de la situation de la lutte contre la pandémie. Je vous remercie d'autant plus que j'imagine que dans votre hôpital, vous êtes comme les autres médecins, ou peut-être plus que certains autres, débordés en ce moment. Donc, diriez-vous, après les annonces du président Macron hier, disant que le vaccin serait mis à la disposition de pratiquement tous ceux qui voudraient être vaccinés à l'été prochain, diriez-vous que c'est la fin d'une période ou qu'on entrevoit maintenant une lueur d'espoir de voir la fin de toute cette affaire, ou ce n'est que la fin du commencement? Bon, difficile à dire. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la France, ce qui n'est pas le cas en ce moment, va se mettre en situation de disposer de stocks beaucoup plus larges de vaccins différents, et qu'effectivement, tous ceux qui voudront se vacciner, alors je ne sais pas si ça sera exactement en juillet, mais si effectivement, d'ici la fin de l'été, en tout cas jusqu'à l'automne, un nombre maximum de gens pouvaient avoir eu accès au vaccin, quels que soient les âges et les pathologies, tous ceux qui voudraient, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la fin, je ne sais pas, et personne ne sait. On est un tout petit peu pris de court par l'arrivée de variants, donc de virus un petit peu modifiés. Voilà, que ce soit celui qui a été isolé en Angleterre, mais qui maintenant va faire le tour de la planète, celui qui est en Afrique du Sud, alors ils sont cousins, puis celui qui est au Brésil. Voilà, donc ça, ils ont des vitesses différentes. Maintenant, voilà, est-ce que nos vaccins vont protéger contre ces nouveaux variants? Comment est-ce que ces virus vont encore évoluer si on est tous vaccinés? Ça, on ne le sait pas. Toujours est-il qu'il faut deux choses. Il faut vacciner largement, et puis il faut aussi que la recherche s'avance sur les traitements, les molécules qui vont pouvoir détruire, ou en tout cas stopper le virus. Et ça, c'est indispensable. C'est probablement un peu oublié, là. Alors, les anticorps monoclonaux, on en a entendu parler. C'est une chose, mais c'est un traitement immunitaire, c'est apporter des anticorps. Et si certains variants échappent, comme on l'a vu, à des anticorps naturels, tels que ceux qu'ont pu avoir des gens déjà infectés, ça se passe au Brésil, je rassure tout le monde, ça ne se passe pas, en tout cas en Europe. Voilà, donc la stratégie anticorps, c'est très très bien, qu'elle soit vaccinale ou qu'elle soit apportée, mais il y a quand même des grandes réserves. Vous administrez 1 ou 2 monoclonaux, mais le virus, il va les contourner. Donc en fait, il nous faut aussi des molécules, des médicaments, comme on a pour, par exemple, l'infection VIH, qui bloquent et qui empêchent le virus de se répliquer. Et là, pour l'instant, on est démunis. L'année dernière, on en a beaucoup parlé, on a eu des espoirs un peu vains, mais c'était aussi des molécules qui n'avaient pas été spécifiquement conçues. Si maintenant on accélère, et les laboratoires doivent le faire, la recherche pour des produits bloquants, vaccins plus molécules antivirales, on devrait arriver à progressivement voir un peu le tunnel. Maintenant, honnêtement, je ne peux pas vous dire si le tunnel il est au mois de juin, juillet. C'est aussi le rôle d'un président que de donner un tout petit peu d'espoir, et puis surtout de faire en sorte qu'on accélère les vaccins. Et on est là face à des processus, des procédures inédites. Aller demander à un vaccin de produire son petit trésor chez des concurrents, ça ne se voit jamais. Maintenant, il y a aussi une réflexion, c'est que là, il faut qu'on vaccine la planète. Et pas seulement les pays riches. Oui, ça ne sert à rien de vacciner, juste... Ça ne sert à rien, c'est insuffisant. Le virus, c'est la planète. On ne peut pas garder des endroits où le virus va encore circuler lentement. À ce moment-là, on risque d'être... on va se remettre un jour à bouger, et
c'est ça qu'il faut pour que l'incendie reparte. Oui, on compare, bien sûr, normalement, naturellement, le virus actuel, Covid-19, à celui de la grippe, qui mute également tous les ans. Et ces deux mutations, on a l'impression que celui de la Covid mute, de façon plus létale, quoi. Il est plus offensif. Là, il est la grippe, c'est aussi offensif. Mais d'abord, on survient sur des terrains qui ont été vaccinés, qui ont été protégés. C'est une infection ancienne. Mais n'oublions pas les pandémies. La plus meurtrière, H1N1, la grippe dite espagnole, qui a touché un tiers des humains et tué au bas mot 100 millions de personnes. Donc, voilà, Corona, c'est Corona, celui-là. Voilà, il n'y avait pas eu ça. Donc c'est tout jeune, c'est virus tout fou qui va chercher encore à exister. Si on admet, si on estime que dans un temps X, 60% sera vacciné, quel va être son devenir? Est-ce que lui, il va accélérer sa mécanique pour déjouer nos défenses? Ça, franchement, on ne le sait pas. Les autres épidémies Corona, finalement, se sont arrêtées. Mais lui, il y a des asymptomatiques, il y a des gens qui transmettent bien avant d'être malades. Vous voyez, il se démasque pas si facilement. Il n'est pas reconnu cliniquement forcément très facilement. Alors il y a aussi une autre question dont nous avons parlé là avant de passer à l'antenne, c'est la situation en Afrique, parce qu'il y a eu un décalage en Afrique. On a pendant un certain temps dit en Afrique ça va, ça n'aura pas le même effet qu'en Europe ou dans les autres pays. Et puis finalement j'ai l'impression que le virus, lui, on le personnalise, on dit le virus comme si c'était un être intelligent, il se développe maintenant en Afrique. À un instant T, ça allait, il y a toujours eu des cas, mais semble-t-il, je veux dire, dans les services, ils n'avaient pas à faire face aux vagues que nous, on a eues en avril, mai, etc. Bon, on sait, ça s'est décalé. Maintenant, est-ce que finalement, on n'a pas toutes les données? C'est difficile de séquencer les virus, etc. Et vous connaissez la situation, très peu de laboratoires, très peu de moyens, très peu de gens pour faire face. Eh bien, si on imagine qu'il y a une partie importante de la souche sud-africaine qui est plus contagieuse, alors attention, on ne confond pas méchanceté et contagiosité, il va beaucoup plus vite. Et au lieu d'infecter une et demie, 3, vous infectez presque 2 personnes. Donc ça se démultiplie très très vite. Donc ça, c'est la vitesse, la contagiosité. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'ils avaient... et que maintenant, les souches... Là, il y a quand même beaucoup de pays qui s'accélèrent. La situation au Portugal, c'est vraiment accéléré. Ils ont eu comme nous, et puis voilà. Et on doit se préparer à ce qu'il y ait une accélération un peu partout. Oui. C'est pas eux, nous. Oui. Et en Afrique aussi, il y a des facteurs de comorbidité qui sont très importants. Le diabète, l'obésité, j'en passe. Oui, ça, c'est finalement, on est sur une planète où beaucoup de populations ont excès de poids, l'âge, parce que globalement on vit plus vieux, même en Afrique, ce qu'on va appeler les comorbidités qui sont très nettes dans le rôle d'aggravation, des formes sévères dans le Covid, et qui sont là avec, qui accélèrent et qui risquent de déborder les hôpitaux, qui, à mon avis, ça va être compliqué d'accueillir tout ça. Ces virus-là, et c'était, c'est le cas de beaucoup de ces espèces, encore que vous évoquiez H1N1, a beaucoup fait de mal à des gens en pleine santé d'une trentaine d'années. Et là, probablement que c'était l'absence d'immunité, donc ils ont été fauchés. Très intéressant de regarder les courbes. Nous, entre guillemets, on n'est pas dans cette situation. Nous, avec le Covid, globalement, c'est les gens les plus fragiles.
qui font les formes graves. Une fois encore, le Covid, dans l'immense majorité des cas, va passer, plus ou moins longtemps, va passer. Tous les gens atteints, voilà, ne vont pas ni se retrouver à l'hôpital. Mais sur un nombre important de gens contaminés, vous pouvez l'être et faire une forme mineure, et puis la personne d'à côté, voilà, qui va avoir X années, et puis telle comorbidité va, voilà, plus probablement des facteurs génétiques, va faire une forme très grave. Oui, sans qu'on sache à ce moment-là vraiment pourquoi. Sans qu'on sache complètement, mais on sait aussi qu'on n'est pas du tout tous égaux. Hein. Vous avez des gens qui ont 70 ans, qui ont fait des formes modestes, voilà, et puis vous avez des 50 ans qui ont fait des formes gravissimes et qui sont morts. Hein. Donc ça, c'est le lot, c'est l'humain, c'est notre patrimoine. Voilà, on sait qu'il y a des... Il semble que des gens qui sont pas bien capables de produire assez de la défense qu'on appelle innée, qui n'est pas les anticorps qui sont acquis, qui passent par une arme terrible qui est l'interféron, eh bien, ceux qui n'en ont pas assez, ils ne vont pas pouvoir reculer l'envahisseur qui arrive en masse. Ce n'est pas une petite multiplication à pas bruit, c'est comme une vague géante, quoi. Oui. Vous avez parlé là de la recherche en ce qui concerne les médicaments pour lutter contre l'infection et aussi la recherche dans le domaine des vaccins. Alors en ce qui concerne les médicaments, est-ce que cet effort est concerté ou est-ce que chaque laboratoire dans chaque pays travaille un peu dans son coin? Comment ça se passe? Je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, il y ait des plateformes concertées. Je pense que c'est pour l'instant chaque laboratoire. Parce que là, il faut trouver, assembler, faire un cocktail. Je ne vais pas dire qu'un vaccin, c'est facile. Mais on a des modes d'emploi pour faire des vaccins une fois qu'on a le virus. Il y a plusieurs, entre guillemets, recettes. La recette ARN messager était nouvelle. Mais vous voyez, cette recette s'appliquera à d'autres. Les vaccins de type virus recombinant, adéno, voilà, c'est une recette. Ce qui change, c'est ce qu'on insère à l'intérieur. Inventer un médicament qui va déjouer la machinerie réplicative du virus qui explose, ça va très vite. C'est plus compliqué. Oui. Plus compliqué. Et voilà, peut-être que les laboratoires ont d'abord, et c'était légitime, hein, misé sur le vaccin. Peut-être aussi que les pouvoirs publics en général, je pense qu'il faut mettre des efforts financiers sur la recherche de molécules. On n'a pas assez d'antiviraux d'une façon générale, et je pense que le corona est un bon exemple. Si on disposait d'un médicament efficace, voilà, on pourrait le donner comme il en existe dans la grippe. Ils sont... voilà, il diminue les formes graves, etc. Et ça serait quelque chose de vraiment d'important. Une fois encore, il faudrait que ce soit accessible. Car on n'imagine pas non plus que 100% de la planète va être complètement, ou même 90% protégée en même temps. Et vous voyez qu'il faut aussi que tout se fasse. Parce que si vous laissez des endroits où il n'y a rien, pas de vaccin, ça circule là, c'est ça qui est compliqué. Il faut essayer d'avoir ces efforts concertés. C'est pour ça que la mise à disposition, enfin une réflexion vraiment intense, et tant mieux s'il y a des vaccins d'autres origines que les laboratoires très classiques, dès lors qu'ils sont relativement efficaces et qui sont sécures, il va falloir utiliser tout ce qu'on va voir, ça c'est sûr. Alors quand il y a quelque temps, les autorités russes ont annoncé qu'elles lançaient un vaccin qui s'appelle Sputnik V, et pas 5, hein, Sputnik V comme vaccin. Il y a eu de nombreuses voix qui se sont élevées en disant c'est pas très sérieux, ils n'ont pas publié les résultats de leur recherche et tout ça, est-ce que vraiment ça va être un bon vaccin? Et là, The Lancet a publié, je crois que c'était hier ou avant-hier, une étude ou enfin un article encore, mais tout à fait. disant que ce vaccin était finalement très bien et qu'il avait
une efficacité, je ne sais plus, de 90 ou 92%. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire? Alors, bon, c'est vrai que il y a des pays où il n'y a pas la transparence. Voilà. Maintenant, voilà, ces données sont là, elles sont publiées. Aux agences de les voir, c'est pas parce que c'est russe ou chinois ou que sais-je, mais il y a des normes de fabrication, il y a des normes, voilà, il y a des gens, voilà, et on peut aller voir, il y a des données cliniques, elles sont contrôlées, c'est partout. Donc, oui, en plus, les Russes ont une tradition de faire des vaccins. Voilà. Et là, c'est plutôt astucieux ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 2 adénovirus pour qu'on essaye de ne pas s'immuniser. Donc, sur le papier, il est plutôt... voilà, c'est dur. Maintenant, on va voir. L'étude, ils l'ont publiée. On ne peut pas dire qu'ils ont caché. Alors, voilà, il y a des gens qui regardent les données, qui demandent aux autorités, mais une fois que c'est publié, ça doit être analysé. Il n'y a pas de raison, de mon point de vue, de faire de différence. Mais en fait, la méfiance s'explique peut-être parce que les Russes ont aussi d'autres qualités, si j'ose dire, entre guillemets. C'est que, par exemple, dans les affaires de dopage, pour les grandes compétitions internationales... C'est des bons chimistes. Oui, ils ont quand même réussi des tours de passe-passe absolument incroyables. Donc, mais je pense que, voilà, ils sont bons. D'un autre côté, eux aussi, ils ont le Covid. Et puis... Voilà, peut-être que la diplomatie peut devenir aussi sanitaire. Peut-être que effectivement des pays qui ont fabriqué des vaccins qu'ils peuvent produire suffisamment et qui vont être mis à disposition d'autres populations. Ben voilà, ce qu'il faut, c'est que ce soit à la fois transparent puis qu'on évalue après. Voilà, là où ça va être fait, comment c'est. Après la mise à disposition d'un médicament, il y a toujours une phase. Même si on a vacciné 15 000 personnes, voilà, quand on en sera à 100 000, 1 million. Donc, voilà, pas de procès a priori. Par contre, des données, des choses scientifiques. Voilà, comme avec n'importe qui. C'est pas parce que c'est un label américain, etc., que c'est forcément mieux. C'est bien, mais il peut y avoir d'autres à condition que les données soient montrées. Ce qui ne va pas, c'est quand on montre rien du tout. Ça, voilà, c'est la science, et voilà, c'est assez simple. Hein. Vous vaccinez des gens, l'autre groupe vous les vaccinez pas, et vous voyez, vous comptez les Covid, quoi. Je veux dire, c'est voilà, vous mesurez des anticorps, il y a des techniques éprouvées, donc tout ça n'a pas à être secret. Alors, il y a de nouveaux vaccins qui arrivent, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, CureVac, etc., dans le courant des mois qui viennent. En tant que patient ou patiente, est-ce qu'on doit attendre qu'il y en ait un qui, plus particulièrement, on doit choisir? Ça devient compliqué, non, pour les... Je pense que, d'abord, pour moi, il faut être vacciné. Donc, on va prendre... Dans un premier temps, on a eu, effectivement... le vaccin Pfizer, BioNTech, mRNA. Le Moderna, il y en a eu quelques-uns en France, il y a eu quelques arrivages, c'est vraiment des arrivages. Alors après, ces vaccins, ils vont avoir des efficacités, ils vont être quand même tous à plus de 65-70%. Ce qui peut changer, c'est en fonction des populations, des âges des populations, parce qu'effectivement... voilà, à partir de 60-65 ans, les capacités de fabriquer des anticorps en réponse à un antigène de virus, comme les capacités de fabriquer plein de choses sont diminuées. Donc, il peut y avoir des vaccins qui vont se retrouver un peu moins performants dans une tranche de plus âgés. À ce moment-là, logiquement, les autorités recommanderont le vaccin A pour tout le monde et puis peut-être le B si on est plus jeune ou tel pour les plus âgés. Je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir choisir. Mais globalement, on ne va pas choisir comme sa tablette de chocolat. Ce qu'il faut vraiment qu'on comprenne tous, c'est qu'il y a
il y a vraiment une course contre la montre. Voilà, moi, c'est ça qui est, pour moi, très important. C'est d'arriver à avoir un front de gens sur la planète immunisés suffisant pour repousser la progression de l'attaquant qui est le virus, quoi. Vous voulez dire à peu près 60% de la population mondiale? Oui, alors ça, c'est les choses qu'on dit. D'abord, n'oublions pas qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui vont avoir des anticorps à eux, parce qu'ils auront été malades, ils auront fait la maladie, donc ils ont une immunité naturelle. Voilà, oui, probablement. Au moins ça, et puis certainement un peu plus chez les plus âgés, chez les immunodéprimés, qui ont du mal à se débarrasser du virus et qui continuent, c'est rare, mais qui continuent d'excréter et d'héberger le virus. Donc voilà, ça c'est certainement important, de les vacciner très très bien et peut-être avoir en plus des antiviraux, quoi. Et à votre avis, est-ce qu'il faudra, comme pour la grippe, par exemple, se vacciner tous les ans ou on ne le sait pas encore, ça? Grande inconnue. Ouais. Grande inconnue. Est-ce que ce corona va durablement s'installer? Moi, je pense qu'il est installé avec nous. Mais comment est-ce qu'il va évoluer? La grippe, on la connaît. On sait que ça fait des épidémies, on connaît la saison dans l'hémisphère nord, sud. On peut la prévenir, on la voit arriver. Là, c'est chaotique avec Corona. Donc, combien de temps vont durer les anticorps et les naturels et les vaccins? Là, on me pose souvent la question. Personne n'a été évalué après 1 an de maladie et plus avec le corona. Les premiers cas, c'était décembre, janvier, on y est. Le vaccin, les premiers vaccinés, ils ont été vaccinés en juillet. Donc on ne sait pas combien de temps va durer cette immunité et comment va évoluer le virus. C'est pas seulement j'ai mon petit patrimoine d'anticorps, mais lui en face, il s'est modifié. Est-ce que mes petits anticorps sont encore bons? Ça, franchement, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il faut être vigilant, il faut maintenir, il faut avoir cette recherche très importante, les variants. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas des gens déconnectés, il y a des chercheurs purs, mais en clinique, on cherche, on traite, on fait tout, quoi. C'est difficile en ce moment. Oui. Et ces mutations du virus, elles sont uniquement le fait du hasard. Il n'y a pas dans le virus, il y a une sorte d'intelligence du virus? Intelligence, je ne sais pas s'il faut appeler ça. Un être vivant, même microscopique, le plus microscopique, lui, il veut exister, il a une machinerie puissante. On lui oppose quelque chose, il se débrouille. C'est le monde du vivant, c'est l'adaptation. Donc, sauf à avoir reçu des coups mortels, on va s'éteindre. Comment ça s'éteint? Parce que j'ai plus personne à infecter ou parce que vraiment on a empêché ma machinerie. Je suis bloquée. Mes enzymes, ma machinerie, mon moteur, on l'a empêché. Ça, c'est les molécules antivirales. Voilà. Après, où sont les réservoirs? Il y a des réservoirs animaux. Est-ce que vous voyez, dans la grippe, on sait qu'il y a un rôle important. C'est pas exactement le même virus, mais on a la grippe aviaire, et tout ce monde se recombine. C'est pour ça que, alors je ne sais pas s'il faut faire ce couplet forcément écologie, mais les bouleversements planétaires... Du milieu naturel. Du milieu et des mondes de chacun ne sont peut-être pas pour rien dans ce qui se passe. Mais par exemple, sur ce fantastique... Alors, en 18, c'était compliqué parce qu'ils ne savaient même pas que les virus existaient, mais ils se rendaient bien compte que c'était un truc encore plus petit que des bactéries. Mais on a encore plein de questions. On n'a pas compris pourquoi ça a explosé. On savait, on connaît les virus des espèces qui sont en général des oiseaux. Mais il y a d'autres espèces de mammifères. Corona, là, on est tellement occupé qu'on ne sait pas encore
où il va s'installer. Quand il n'y a que les humains, mais là, il n'y aura pas que les humains. Quand ça s'arrête chez les humains, ça s'arrête. Donc, point le VIH, par exemple. Oui. Donc, en conclusion, je dirais beaucoup de questions encore, dont des on n'aura pas la questions, réponse tout de suite. Mais non, mais on va les chercher. On a des réponses à des questions qu'on s'est posées il y a quelques mois. Mais en face de quelque chose de nouveau, on a toujours des questions. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place des process pour répondre scientifiquement à ces questions. Mais il n'y a pas d'art divinatoire, puisque on est dans une situation nouvelle. Aucune pandémie n'est jamais pareille que l'autre. Et des pandémies de corona, à ce point-là, on n'a pas eu. Je vous remercie pour ces éclaircissements et j'espère que vous reviendrez pour nous en parler et peut-être un jour pour nous annoncer la fin de tout ce cauchemar. Merci beaucoup, professeur Christine Catlama de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.